la mesquinerie de notre football. J'allais le dire dans des termes un peu différents, mais enfin ça résume à peu près ce que dit Daniel. Tu peux le dire. C'est exactement ça. Donc en fait, c'est le corporatisme qui parle, comme c'était le corporatisme pour Jean Fernandez. L'UNECATEF verrouille le vote. Mais non, Jean-François, c'est un état d'esprit. Tu sais ce que c'est la mesquinerie de notre foot ? C'est l'état d'esprit. C'est de considérer que Girard, en fait, est un champion virtuel. Parce que les 2 premiers, on les compte pas. Parce qu'eux, ils ont le blé, ils ont les joueurs. Pour le football français, c'est un mal. C'est pas beau, c'est vilain. Donc on récompense le 3e, qui est un champion virtuel, parce qu'on dit cette réflexion stupide que je ne supporte plus avec les moyens qu'il a. Mais avec les moyens qu'il a, de quoi ? C'est un budget important, Lille. Pourquoi tu donnes le trophée du meilleur joueur à Zlatan, du meilleur espoir à Verratti ? T'as qu'à le donner à tous les Lillois, les Stéphanois et les Bordelais. Tu as le droit de poser d'autres questions, mais essayons déjà de nous arrêter sur ces questions. C'est pas Gérard me dit rigolo, t'es qu'un con. C'est pas moi qui suis allé au stade Pierre-Mauroy pour chanter Rudy Garcia il y a un mois. C'est pas moi, c'est son public. Les mecs, ils sont marrants, ils tapent tout le temps sur les journalistes, mais regardez ce que dit votre public. Alors, et juste rappeler quand même sur le corporatisme... Et cette histoire des moyens, c'est du bidon. Attends, j'ai un mot. Cette histoire, c'est du bidon, puisque regarde, quand il faut se lâcher, toutes les équipes jouent au foot. Mais jouez tout le temps. Non, parce que la réflexion, c'est de ne pas jouer. Et peu importe les moyens, c'est une excuse bidon, ça. Non, vous me faites délirer, quoi. Bah non, justement. Pour une fois que on a un sélectionneur, alors qu'on a eu tous les psychodrames de la Terre depuis 98 autour de cette liste, on a quelque chose qui est clair, carré. Il y en a 23, ils sont là. C'est entre eux que ça se joue pour les places de titulaires remplaçants au Brésil. Les 7, ils viennent avec nous. S'il y a un blessé, je pioche dedans. Et vous êtes en train d'aller chercher la mer d'ailleurs. Vous êtes en train d'aller voir des sous-entendus. Vous êtes en train de vous demander si le mec qui est là, c'est un enfant. Le monde à l'envers. Est-ce qu'il va prendre la place de machin ? Pourquoi il est là ? Pourquoi il est pas là ? Daniel, je vais te répondre. Que la chasse, non, mais moi j'ai pas fait partie de. Voilà. Alors de cette liste que j'ai donnée, il semblerait de plus en plus effectivement que. Alors il y a des distinctions. C'est bon. Alors il faut enlever Giroud de la liste. Giroud n'a pas fait la démarche d'aller voir Deschamps, ça c'est vrai. Alors il n'aime pas Nasri. Mais il n'a pas fait partie, parce qu'il faut préciser les nuances, parce qu'on a les journalistes ont reçu des batteries de coups de téléphone d'agents, de proches de joueurs et tout aujourd'hui. Donc il faut toujours faire attention et tout ça. Donc Giroud n'aime pas Nasri, mais Giroud n'a pas fait partie de ceux qui sont allés voir Deschamps. Non mais est-ce vraiment important de savoir qui est allé voir Deschamps ? Non, ça n'est pas important. Ah si, attends, c'est important parce que ça te donne des informations concrètes. Non mais de savoir qui, tu sais que des joueurs. Si, c'est important à plusieurs titres. C'est important parce que ça te dit qui a de l'importance dans l'équipe de France, justement, quels sont les hommes écoutés, quels sont les leaders, et après, est-ce qu'on est arrivé en 2010, on veut savoir aujourd'hui quels sont les leaders. La question est intéressante, et la réponse de Gilbert également, parce qu'on peut également me reprocher d'avoir balancé les noms. Pourquoi tu le fais, machin. En plus, tu peux déraper sur certaines nuances. Et c'est vrai, par exemple, pour Giroud, qui n'a pas fait la démarche d'aller voir Deschamps, même si tout le monde sait qu'il le reconnaît lui-même, qu'il n'a pas d'affinité avec lui. Ouais. Il n'aime pas Nasri. Donc, effectivement, on peut se poser la question à quoi ça sert aujourd'hui. Donc, un peu balai des. Mais non, mais moi, pas vraiment, en fait, et tout. Et on assiste à une sorte de séance de faux curie. Je me demande si dans 2 semaines, on va pas avoir un communiqué des Bleus rappelé Nasri, parce que tu as certains joueurs. Vous avez vu ce qu'a fait Cabaye aujourd'hui ? Interview de Cabaye, machin, pas interview, mais enfin réaction de Cabaye. Je regrette que Nasri soit pas là, c'est un très bon joueur. Bah pourquoi il fait ça ? Excusez-moi, mais je comprends pas. Il y a un choix de sélectionneur et tout, et tu viens dire alors donc ça veut dire que certains vont commencer à envoyer un message. Non, mais moi non en fait, mais moi je voulais bien que tu viennes et tout. Enfin, il y en a pas un comme parce que moi on me dit oui, t'as balancé les noms, mais attention, moi, ce que j'ai bien dit, c'est qu'est-ce qui était important à mon sens de retenir dans cette affaire, c'est qu'il y en a pas un qui a levé le petit doigt pour le défendre. Tant que je pointe du doigt les carences de la DTN et de cette formation-là, et du fameux duo Merel, Dussault, qui devait nous former la fine fleur du football français. Aujourd'hui, ils sont plus là, ceux-là. Donc là, il faut préciser quand même qu'à Clairefontaine, les formateurs ont changé. C'est plus les mêmes aujourd'hui. Il suffit de parler avec eux, de voir comment ça se passe, et tu comprends que l'outil est totalement obsolète. Aujourd'hui, on a regardé la liste, Eric. Tu regardes la liste aujourd'hui. Elle présente sur les 30 des joueurs qui ont des parcours un petit peu originaux, un peu cabossés. On va citer Schneiderlin, Griezmann, des joueurs. Même Valbuena.
et j'allais y venir après parce que je citais ceux qui étaient à l'étranger, Cabossé quand était à l'étranger. Après, Ribéry. Effectivement, il y a des mecs comme Valbuena, Ribéry, Giroud, Koscielny, des mecs qu'on n'attendait pas, exactement, des mecs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, là, les deux anciens Tourangeau par exemple. Tu as, qu'est-ce qu'on a d'autre, des mecs que moi j'appelle sauvés par l'étranger. À savoir Pogba, parti très tôt. Qui on a d'autres? J'en avais mis d'autres dans la liste qui étaient comme ça, partis tôt et que finalement les clubs étrangers avaient sauvé. Et finalement on s'aperçoit à l'arrivée que il n'y a pas un mec du centre de formation de l'OM qui est quand même un des clubs majeurs en France. Il y a un mec du PSG, Sakho, formé par le PSG, et le centre de formation mais ça on le dit depuis pas mal de temps, qui marche mieux que les autres, c'est Lyon. C'est Lyon qui est le plus on a Gonalon, Lacazette, Rémi, Benzema. Donc on a là quelque part un centre de formation qui réellement marche. Mais si on fait par exemple une photographie, si on regarde un peu en arrière, ce qui était l'équipe par exemple de 98, mais même celle d'après, on avait l'impression que des clubs, des identités clubs étaient représentées en équipe de France. T'avais des Nantais, des Auxerrois, des Marseillais, Daniel, des Parisiens. T'as oublié un centre de formation très important. De toute façon, dans le cadre du fair play financier, il y a encore une bonne marge de manœuvre pour que le PSG puisse bouger et acheter. Faudra vendre aussi. Moi, ce que je trouve affolant dans toute cette discussion depuis le début, c'est le nombre de commentateurs expérimentés et de gens qui s'intéressent au foot, qui en parlent, qui ont dit des énormités comme ça ne sera pas mis en place, ça ne vient pas, ça ne viendra pas, le PSG portera plainte, ça ne va jamais marcher. Depuis le début, je dis, pourquoi on n'attendrait pas de voir ce qui va se passer? Les mêmes qui ont toujours dit pendant des années, c'est absolument indécent, toutes ces dépenses, le gonflement de la bulle du marché des transferts, qui se plaignait que le PSG pouvait tout acheter, que c'était très facile de gagner quand on achetait tout. Les mêmes commentateurs que j'entends sur des chaînes de télé notamment, et même certains qui travaillent sur notre antenne, aujourd'hui disent « Ah mais non, c'est scandaleux, tout le monde veut se payer le PSG et tout. » Mais vous avez travaillé, vous vous êtes renseigné sur ce que c'est. C'est un accord, le fair play financier. Ce sont des accords. Le PSG l'a signé, l'accord. Évidemment qu'il allait le respecter, même si ça peut sembler bizarre, et on a souligné de nombreuses reprises qu'il y avait des choses assez étonnantes, peut-être même choquantes dans ce fair play financier, mais c'est un accord. Nous, on est à l'extérieur. Les mecs, ils sont dans un cercle, dans un salon, là, les clubs. C'est une lutte de pouvoir. Certains en ont un peu plus que d'autres, une antériorité, une histoire, et ont imposé, après des négociations, des compromis aussi, une règle. Eh ben, le PSG a accepté. C'est vraiment étonnant, hein, putain, d'avoir accepté des règles. C'est fou quand même.